Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. Une série spéciale que je vais appeler Un an plus tard. C'est parti! Aujourd'hui pour l'épisode 49, dans cette série Un an plus tard, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Michel EZ que vous avez pu écouter à l'épisode 4 et 5 et qui nous avait parlé sur des thématiques très impliquées dans les sociétés, dans les entreprises, tout ce qui est la diversité, l'intégration de la culture d'équipe et beaucoup de thématiques dans ce sens-là. Donc d'abord, merci Michel de ton temps. Je sais que tu es très prise par ton activité. Bienvenue à nouveau. Merci beaucoup pour l'invitation. Ce sera la troisième. Je me sens très honorée. Merci Joël. Écoute, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, en plus sur des thématiques qui sont très profondes, je pense, et très intéressantes pour nos auditeurs. Donc, on va un peu commencer directement sur le cœur de cette petite série, qui est principalement faire un bilan un an plus tard sur les activités de nos invités. Donc, qu'est-ce qui s'est passé un an plus tard, comment a évolué leur activité, et ainsi de suite. Par quoi veux-tu commencer, Michel ? Par rappeler un petit peu ce que je fais. Volontiers. Pour mettre un peu les accents sur la façon dont ça a évolué ensuite. Donc, mes sujets sont effectivement la culture d'entreprise, mais aussi beaucoup la culture d'équipe et la diversité. Après avoir été pendant 20 ans cadre chez les Hidden Champions allemands, dans le secteur automobile ou de la logistique. Très masculin. Très masculin déjà, et puis tout ça en Bavière, en Basse-Franconie, en grande partie aussi donc à Hambourg. Et j'agis en tant que conférencière, en tant que consultante, team facilitator et sparring partner. Tous ces domaines-là, dans ces trois domaines. Donc c'est vrai que ça semble un petit peu large comme spectre. Mais finalement, je pense que, et ça c'est quelque chose qui s'est un petit peu cristallisé dans l'année qui s'est écoulée, j'essaie de vraiment parler de tous ces thèmes, de tous ces sujets de façon très tangible. J'appelle ça down to earth, donc où il s'agit de ne pas être tout le temps dans ces sphères un petit peu nos valeurs et autres, théoriques qui sont très très importantes, mais il faut toujours refaire à chaque fois un petit peu le lien avec ce qui se passe en fait au jour le jour en entreprise. Et c'est ce que j'essaie de faire, que ce soit avec mes speeches, où je parle beaucoup de situations très concrètes, ou alors que ce soit avec mes ateliers, où j'aime bien provoquer un petit peu et parler des situations que les employés et les cadres vivent, ou que ce soit dans le sparring, où il s'agit aussi de faire en sorte de quitter un petit peu la zone de confort. Alors, sparring, comment tu peux le définir en français ? C'est quoi ? C'est de l'accompagnement ou c'est... Le sparring, c'est de l'accompagnement individuel. Ok, ah oui. De dirigeants d'entreprise d'ailleurs et de cadres supérieurs en fait. Je ne fais pas... C'est un mélange de coaching et de mentoring. Donc, il s'agit vraiment d'accompagner quelqu'un concernant son développement personnel, donc sa personnalité aussi de cadre, par exemple, et autres, mais aussi du mentoring, parce que j'ai quand même travaillé 20 ans dans de grosses entreprises, j'ai été cadre moi-même, et en fait, on parle aussi de sujets concrets, de préparation pour, je sais pas moi, pour un meeting qui va avoir lieu, ou alors quel est en fait l'impact de ma façon d'encadrer mon équipe sur les résultats ou sur la créativité et autres de mon équipe. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça du mentoring, parce qu'on fait quand même du 20-30% de façon très très claire, donc de façon très transparente, sinon c'est de la manipulation entre le coaching et le moment où il s'agit donc réellement de préparer une situation très 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 définie, très spécifique. Par rapport au quotidien. Ça permet d'avoir, si on peut le paraphraser, d'avoir quelqu'un avec un œil extérieur et l'expérience aussi vécue, ce que tu as vécu en tant que manager dans une grande société,
de peut-être accompagner pour une transformation de société, des licenciements, j'imagine. Comment dire, sortir du, entre guillemets, moi j'appelle ça un peu le ronronnement d'un manager, il a toujours fait pareil, et de peut-être lui apporter la confiance pour développer, pour faire une transformation. Ok, très bien. Donc ça, merci de faire un petit rappel de ton activité, puisque c'est vrai que c'est une palette très très large, mais en fait, toute la partie psychologie qu'il y a derrière, ou la partie accompagnement d'entreprise, par les speeches, par des conseils concrets, et puis le fait très pragmatique, je pense que c'est ça qui est bien, c'est-à-dire de ne pas avoir que la théorie, mais aussi de se baser sur des cas réels et vécus. Ça permet de gagner une certaine crédibilité. Donc du coup, si on pouvait résumer un peu le bilan, dans le sens, qu'est-ce qui a fonctionné, ou qu'est-ce que tu as amélioré, ou vers quoi c'est parti plus par rapport à ce que tu pensais faire au début. Est-ce qu'on peut aborder ça comme ça? Oui, volontiers. Donc peut-être la plus grande surprise ces derniers mois, c'est qu'en fait, je suis certes conférencière, et je l'étais déjà lorsqu'on a eu nos premiers échanges, mais je ne pensais pas que ça allait prendre cette dimension-là, en fait. Donc, entre-temps, j'ai un contrat dans une agence de speakers qui s'appelle Fünf-Sterne Redner. Donc, c'est J'ai vu ça. très, très allemand, très germanophone, mais ils sont quand même actifs de façon internationale. Donc, j'ai un agent. C'est pas quelque chose que j'avais prévu. Okay. Je suis membre de la German Speakers Association, et j'ai gagné un concours de conférencier, en fait. Félicitations. Beaucoup de portes. Merci. Et en fait, ce qui a beaucoup plu, et ce qui m'encourage beaucoup dans cette démarche aussi, c'est le fait que je parle de diversité de façon très pragmatique, et avec aussi pas mal d'humour. Oui. T'apportes ça un peu aux Allemands qui n'osent pas, peut-être, par historiquement, peut-être, je sais pas, ou culturellement. Et cette approche française avec beaucoup d'humour. Mais enfin, on se connaît bien sur ce sujet-là, et je sais qu'on peut se permettre certaines choses que d'autres n'oseront pas, je pense, c'est ça? Oui, certes, mais... définitivement, tout en restant évidemment un peu dans ses goûts quand même à ce oui, niveau-là. bien sûr. Non, bien sûr. Mais surtout, en fait, je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont une approche au niveau de la diversité qui est ou naïve. Non, c'est beau, c'est gentil, on s'aime tous. Oui, et la ou réalité alors qui est en train. très dogmatique, okay. en train de donner une mauvaise conscience, et qu'est-ce qu'on a le droit de faire, est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, est-ce qu'on n'a pas le droit de penser. Et je pense qu'en fait, les entreprises et les employés, les cadres, on a un petit peu marre qu'on leur fasse la leçon, ou alors que... moralisateur, ou tu disais moralisateur, ou trop... Ou naïf. Ou naïf, ouais. Je sais pas c'est comment deux extrêmes, ouais. En allemand, on dirait les Rosa Brille, on est tous égaux, machin. Moi, ça me fait toujours penser à un humour de Coluche. Bon, je sais pas si c'est hors de propos, mais en disant vous serez tous égaux, machin, mais certains seront petits et machin, et ça sera beaucoup plus difficile. Enfin, c'est, voilà, pour pas citer... Mais je comprends complètement ton approche, c'est-à-dire tu te retrouves à essayer d'être dans le milieu, dans un juste milieu. C'est pas évident de dire est-ce qu'il y a un milieu, d'aborder ces thématiques. Soit on est naïf, comme tu le dis, soit on est trop moralisateur. Et donc tu essaies de couvrir plus au milieu avec l'humour. Donc c'est une bonne arme. C'est une bonne arme. Pas seulement pour rendre le sujet accessible, c'est pas mon seul objectif. Hein. Je veux pas que les gens rient de façon trop légère non plus. Ce que je veux, c'est qu'en fait, c'est réussir à les atteindre. Que le message passe, qu'il reste. J'ai un speech, par exemple, où je mime un petit peu. J'ai pas que des speeches qui sont uniquement cabaret, un petit peu comme du cabaret, mais il y en a où j'utilise quelques éléments quand même, où je joue un petit peu des scènes que je connais, de vraies scènes. Et je raconte comment je suis à une conférence, et dans la pause, j'ai envie de discuter avec quelqu'un de son expertise, de la mienne, de voir où est-ce qu'on pourrait aller. C'est ce qu'on fait dans une conférence lors du small talk. Lors du small talk. Et que cette personne n'arrête pas de me demander d'où est-ce que je viens. Non, vous venez d'où? De Paris, de France. Non, mais je veux dire... ce biais. Où est-ce que vous êtes né? Oui, je pense que... Non, mais je veux dire votre nationalité. Et en fait, le problème, c'est pas tellement cette curiosité et le fait de s'intéresser à d'autres. Ça devient compliqué quand on ne laisse plus quelqu'un sortir de cette petite case.
Et alors qu'on ne connaît pas la personne du tout, on finit par lui demander, mais c'est quoi votre nationalité? D'où est-ce que vous venez réellement? Tu vois, donc, et là, ça devient compliqué. Et quand je fais passer ça avec un petit peu d'humour, ben en fait, mon public se reconnaît. Ouais. Rit un petit peu jaune quand même, mais rit, et surtout, c'est pas moi qui les pointe du doigt, c'est pas moi qui pointe réellement du doigt. C'est eux-mêmes qui se rendent compte. Regarde ce que tu fais. Exactement. Et ça débloque quelque chose. Et évidemment, mon humour, c'est aussi un petit peu, je dirais pas de l'autodérision, mais c'est aussi un petit peu se mettre à nu quelque part aussi, parce que j'explique les situations dans lesquelles moi aussi, je me rends compte que je suis pas encore tout à fait, on a tous du chemin à faire à ce moment-là. Donc, ça c'est vrai. Voilà. Et je pense qu'on en avait discuté aussi les premiers épisodes, et je me rends compte aussi que des fois, faire un certain humour, moi-même, et qui peut être des fois, on peut se dire, mais non, Joël, tu es un peu limite, ou c'est hors de propos. Dans le sens, comme tu dis, utiliser l'humour. Moi, j'ai souvent, comme toi, on parle au travail en allemand. Moi, je suis un peu bronzé aussi. et cet accent français, et on me dit, ouais, mais votre nom, il est français, mais vous venez d'où? Et bon, maintenant, c'est vrai que j'utilise cette arme en disant, mais je suis français et allemand. J'ai 2 pièces d'identité, voilà. Donc, c'est vrai que ça peut passer, ça peut être usant pour certaines personnes de se dire, et je le comprends, de devoir se justifier cette nécessité de mettre quelqu'un dans une case. Donc Mais la question, c'est ce que j'essaie de faire aussi bien lors de des ateliers que je propose que lors de mes conférences, ou alors dans le sparring, c'est la question, enfin, on parle toujours de diversité comme s'il s'agissait de se sacrifier pour quelqu'un d'autre. Voilà, donc on voit toujours la personne qui est en face comme étant celle à laquelle il faut faire des efforts pour ouvrir la porte. C'est une victime, c'est vrai. Voilà. Alors qu'en fait, ce que j'essaie de faire passer comme message, il y a des statistiques qui sont assez claires à ce niveau-là de toute façon, c'est que c'est absolument dans l'intérêt de l'entreprise. Donc, c'est dans l'intérêt de l'entreprise d'avoir des décisions qui sont prises avec plusieurs sortes de perspectives, que ce soit lié au genre, que ce soit lié, aussi à l'éducation. On parle souvent d'avoir des gens qui viennent d'autres horizons, mais finalement, on les embauche jamais. Et qu'il s'agisse de la culture, l'idée, c'est de prendre en compte différentes perspectives de façon à ce que l'entreprise elle-même reste bien capable d'évoluer, vu que tout change autour et de plus en plus rapidement. Et concernant les individus, il s'agit vraiment du développement personnel. C'est-à-dire que tant que je reste dans ma zone de confort, tant que je ne confronte pas mes préjugés et mes présomptions, on n'évolue pas. Ben non, pas réellement, parce qu'en fait, je passe mon temps à me prouver que les choses sont exactement comme je pensais qu'elles étaient, ou alors je ne leur donne absolument pas la possibilité c'est une fainéantise intellectuelle. Le contraire. C'est une fainéantise intellectuelle qu'on a un peu tous aussi, de ne pas se mettre en danger. Donc du coup, ça veut dire que tu as commencé sur des thématiques à faire des accompagnements, des speakers. Tu te retrouves donc sélectionné dans un groupe de speakers. Une agence, pardon, voilà, merci. Donc ça, c'est le côté, ça a pris très fort, c'est ça? Voilà, donc, et j'adore ça. Donc, j'aimerais, que ce soit en allemand, en anglais, j'aimerais effectivement aussi participer à des conférences, que ce soit en ligne ou sur place. En français, je travaille toujours pas assez en français. Ça, en revanche, ça n'a pas réellement changé. Je travaille quasiment moitié-moitié en anglais et en allemand, mais très peu en français. Une autre chose qui a effectivement évolué, c'est l'aspect aussi équipe. C'est-à-dire que je parle beaucoup des high performance teams. C'est aussi une façon de ne pas oublier le business. Parce que souvent, quand on parle de diversité, on en parle comme si c'était
déjà une bonne action alors que c'est pas une BA, et on en parle des fois comme si c'était une non, ce n'est pas une BA. On en parle comme si c'était facile. Non, ce n'est pas facile, c'est plus difficile de sortir de sa zone de confort, mais ça vaut le coup. Et on en parle des fois aussi comme si c'était une espèce de fin en soi, alors que ce n'est absolument pas une fin en soi. Si on veut avoir des équipes très performantes, on a besoin de diversité, mais de diversité qui a un impact. Et pour cela, il faut aussi la sécurité psychologique. Donc l'intégration de tous ces gens-là, c'est-à-dire que tout le monde se sente intégré dans ce... Bon, le terme intégré est un peu mauvais, je pense, mais intégré dans le sens... leur plus-value par la diversité apporte cette performance à l'équipe, c'est ça? Ça fait un peu bizarre comme formulé. L'idée de la sécurité psychologique, déjà, c'est pas seulement pour les gens issus de la diversité, comme on dit, donc c'est vraiment le fait que même au niveau cognitif, on a une diversité cognitive au sein de l'équipe et qui soit aussi utilisée. Ça veut dire que chacun se sente entendu, chacun ait la possibilité de rendre sa façon de voir les choses visible. Et ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord et que tout le monde fait la même chose. Et bien au contraire, d'ailleurs, l'idée, c'est d'avoir moins de friction interpersonnelle, donc entre les personnes, mais plus de friction intellectuelle. Ah, ok. C'est comme ça qu'on avance réellement. Et pour cela, effectivement, cette idée d'intégration, des fois, a peut-être une connotation qui est différente de ce que je veux dire par là. C'est du moment où dans une équipe, pour réellement en faire partie, pour avoir un sentiment d'appartenance, il faut être d'accord avec la majorité, c'est qu'on n'a pas de sécurité psychologique et que finalement, cette diversité, elle n'est pas réellement utilisée au profit de l'équipe, de ses résultats, de l'entreprise, de sa créativité. Ok. Est-ce que je pourrais reformuler dans le sens en disant, c'est-à-dire, dans une équipe, si on veut qu'elle arrive à être une high performance team, avec la sécurité psychologique, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que chacun se sente et la possibilité de s'exprimer dans un sens, rentrer dans le débat. Je ne sais pas si on peut faire le parallèle avec les de notre enfance sur la politique, même si moi, en tant que Monsieur Joe, j'ai pas trop envie de parler politique ici, mais te dire que chacun a la possibilité, chaque personne a une voix, peut débattre et se sentir en sécurité de son approche intellectuelle pour partager avec le reste de l'équipe son point de vue, c'est ça? Ou est-ce que on extrapole trop? Exactement. Ok. Non, du tout. Non, absolument pas. Mais c'est pas une opinion qui est stérile. Il s'agit effectivement de pouvoir échanger, de pouvoir apprendre l'un de l'autre, de pouvoir dire qu'on a fait des erreurs sans risquer d'être sanctionné, de pouvoir dire moi je vois plus que vous, j'ai la solution sans avoir l'impression d'être un petit peu rejeté après, du coup au contraire qui te dit c'est super, si tu sais quelque chose qu'on sait pas, apprends-le nous, et qu'on ait la possibilité de dire aussi j'ai pas compris, ou je vois ça autrement, explique-moi c'est quoi la perspective que vous avez là en ce moment, parce que je ne le vois pas comme ça, ou peut-être que j'en ai une autre. Et il ne s'agit pas non plus d'avoir des discussions qui n'en finissent pas. Bien sûr, il faut un moment décider, trancher. On est d'accord. Voilà, il y a des décisions à prendre. Ouais. Ce qu'il faut, c'est être dans on parle toujours du fait d'apprendre à vie. C'est d'être dans cette zone-là, dans cette zone où les gens apprennent les uns des autres, évoluent, osent partager leur point de vue, quoi. Voilà, exactement. Okay. Et puis tenter de nouvelles choses, expérimenter. Nouvelles choses. Mais pour ça, en fait, c'est intéressant de le partager ici. Je trouve que très bien, c'est-à-dire que il y a besoin de créer une confiance forte. Et moi, quand je parle de confiance, c'est toujours dans les deux sens. C'est-à-dire que il faut gagner la confiance de la personne en face pour que tu puisses faire des erreurs et pouvoir développer à nouveau cet échange-là, donc cette zone de libre parole, ou de oser dire voilà, non, je ne suis pas d'accord, ou j'ai peut-être une solution, et peut-être accepter qu'on se plante. Mais ça veut dire qu'on doit changer complètement le mindset dans les sociétés, dans les entreprises, dans le sens où se donner du temps peut-être des fois pour
ouvrir un espace à d'autres points de vue. Ce qui, des fois, enfin, peut-être je peux me tromper, mais dans certaines sociétés, des petites structures, en critique, en cours pour la survie de l'entreprise. C'est-à-dire, au final, la société, je suis désolé de le dire, mais n'est pas là pour faire du social, bien que le but premier d'une entreprise, c'est de faire de l'économie, donc de faire de la finance, quoi, du chiffre. Oui, mais c'est exactement ce dont je parle. C'est-à-dire qu'en fait, non, il ne s'agit pas d'avoir une sécurité psychologique ou alors la diversité pour remplir uniquement des critères sociaux. Non. C'est pas du tout l'idée, au contraire. L'idée, c'est nous vivons dans un monde où tout va très très vite, où les modèles d'il y a un an sont plus forcément les bons pour l'année prochaine. Et la question est-ce qu'on évolue ou non? Mais il ne s'agit absolument pas de perdre du temps. Moi, j'ai travaillé dans de grosses boîtes. Le fait de ne pas pouvoir réellement dire ce qu'on pense, le fait de ne pas, de faire comme si on était tous d'accord, alors que finalement, il y a des gens qui torpèdent les choses d'une autre façon, ça fait pas, en fait, qu'on avance plus vite. Et ça fait pas qu'on avance mieux. La question, c'est vraiment pas d'attendre qu'il y ait un consensus. Il y a quand même une leadership, mais vraiment d'avoir tous les éléments nécessaires pour pouvoir prendre une bonne décision, sans que quelqu'un se sente rejeté parce qu'il avait un autre avis, et sans que le groupe rejette quelqu'un qui peut-être avait une autre opinion. Ils disent « Oh, super, parce que ça nous a permis aussi de regarder dans cette direction-là, c'est pas ce qu'on a retenu, mais merci, parce que la contribution a une valeur. » Et il y a différentes sortes d'instruments au niveau du management, au niveau de la façon dont une équipe fonctionnait, qui font que non, on ne perd pas de temps avec ça. Non, après, c'est une question de design, j'aurais presque dit. Comment est-ce qu'une équipe avance, Quelles sont les choses à venir ou comment se développe ton activité vers qu'est-ce qui est à venir? Merci pour la question. Ce qui est à venir, c'est aussi au niveau, donc je suis en train de retravailler mon corporate design et mon site internet pour justement être beaucoup plus précise par rapport à ça. Je me rends compte qu'il n'est pas forcément nécessaire d'écrire ou de tout ce que je fais pour que j'ai de demandes à différents niveaux. Donc en fait, essayer de dire ok, je me focalise au niveau de ma communication et peut-être aussi pour la plus grande partie de mon activité sur 2-3 pôles qui me sont particulièrement importants. Parce que finalement, il y a des demandes qui viennent par rapport à d'autres choses. Et sinon, donc développer donc, le speaking, parce que c'est quelque chose que j'aime énormément faire, et que je fais très certainement différemment que beaucoup concernant la diversité. Développer l'accompagnement d'équipes, c'est quelque chose que j'aime énormément, et pour moi, c'est lié à la diversité, même si on ne parle pas forcément explicitement de diversité, parce qu'en fait, c'est ce dont il s'agit. Peu importe à quoi ressemble l'équipe, je dirais, de faire en sorte que chacun ait une voix, que l'équipe puisse évoluer ensemble sans avoir toujours cette idée de qui est-ce qui va bien avec nous et qui est-ce qui ne va pas bien avec nous, parce que on ne peut pas avoir de diversité et chercher que des gens qui nous ressemblent. Ça fonctionne tout simplement pas. Donc faire plus aussi de conseils concernant donc la diversité, mais aussi la culture de direction, d'encadrement. Et pour ça, je suis certifiée ou agréée ICQ Global, d'un système que je trouve absolument super, qui a été aussi primé par Forbes, où il s'agit de façon très, très objective, parce que ce sont des assessments, donc oui, on peut le laisser en français, en anglais, c'est le on peut le laisser en anglais, des assessments concernant, pour vraiment avoir des résultats tangibles quant au niveau de sécurité psychologique, de diversité cognitive et de motivation en fait des employés, des cadres, des équipes, ce qui permet de réellement orienter la façon dont on accompagne l'entreprise, les équipes et les individus pour ne pas
il s'agit de ne pas y aller en se disant on va viser large et on va envoyer tout le monde de faire exactement le même genre de formation et le même genre d'atelier. Non, de réellement être très très précis à ce niveau-là. D'accord. Comment tu as dit que ça s'appelait cet assessment? ICQ Global et l'entreprise. Il y a 2 assessments. Il y en a un qui s'appelle Global DISC, donc DISC que tout le monde connaît. Beaucoup de gens le connaissent, sont les personnalités avec les couleurs. Global DISC, il s'agit vraiment de diversité cognitive aussi, non? De voir est-ce que réellement, des fois, quand on regarde des entreprises qui sont peut-être très internationales, on a l'impression qu'il y a une grande diversité, et si on regarde tout cela un peu plus exactement, on se rend compte que finalement, ce sont des gens qui fonctionnent à peu près de la même façon. Et que du coup, on n'a pas réellement une diversité dans la façon d'appréhender les choses à l'intérieur de l'équipe. Et l'autre s'appelle, l'autre Assessment Growth 2.0, qui donc combine ces 3 éléments dont j'ai parlé à l'instant. La psychologie, voilà, comme je disais tout à l'heure, primée par Forbes, ça permet réellement de parler de façon très très concrète de tous ces facteurs soft, soi-disant soft, qui sont tellement déterminants concernant la capacité de l'entreprise justement à évoluer dans l'avenir. Ok. Bah écoute, je trouve super intéressant à chaque fois notre discussion, Michel. Je t'en remercie encore 1000 fois parce que c'est des thématiques, on découvre à chaque fois ces sujets-là, le cas concret, les certifications. Et je pense que c'est le fait qu'on sorte de cette période un peu trouble, confinement et autres, de remettre en question les fonctionnements des sociétés, c'est-à-dire tout a été un peu chamboulé, donc je suis vraiment ravi que tu viennes apporter un peu cet éclairage. Maintenant j'aimerais un peu poser la question, est-ce on voulait faire des petits épisodes courts pour un an plus tard, mais bon, ça fait rien, on prend les auditeurs, j'espère nous suivre jusqu'à là, aborder ces thématiques, partager cette expérience et avoir ton retour un an après, c'est-à-dire que en fait, tu as fait une transformation assez intéressante. Tu as fait des réorientations on va dire, de ton portfolio, si on peut appeler ça portfolio d'offres, vers des thématiques plus ciblées qui, en fait, peut-être correspondent plus à ce que tu veux développer et ce qu'il y a aussi sur le marché. Est-ce que c'est un peu comme ça qu'on peut le voir? Oui, je pense que c'est une évolution en fait relativement naturelle. Ça a été une évolution naturelle. C'est-à-dire que de toute façon, on ne peut pas réellement rester statique. La vie est mouvement. J'ai toujours parlé de façon très dure des soi-disant facteurs soft, parce que je pense que ce sont les réels facteurs de succès en entreprise, surtout dans les grosses boîtes. Si on n'a pas une compétence, on l'achète. Alors que si on n'arrive pas à bien travailler ensemble, on a des compétences qu'on n'utilise pas, tout simplement. Ouais. Donc c'est un petit peu comme ça que je suis arrivée donc à mes sujets et au fait de parler de culture d'entreprise, de culture d'équipe et de diversité en entreprise. Je me suis rendu compte en travaillant que justement mon approche plaisait parce que je mettais tout cela un petit peu down to earth, comme j'aime dire, rendre les choses un peu tangibles, parler du daily business et puis essayer de mesurer aussi, c'est ce que j'avais dit déjà lors de notre premier entretien. LinkedIn et les contacts aidants, je travaille beaucoup en collaboration. Je suis tombée sur ICQ Global qui m'a absolument fascinée parce que ça correspond exactement à l'approche que j'aimerais avoir, que je veux avoir. Donc du coup, j'ai décidé de me certifier et de le proposer donc à mes clients. Ok, écoute, c'est donc, ça. En fait, c'est une évolution naturelle en développant ensuite sur... Mais moi, je trouve ça super parce qu'en fait, c'est un peu le cheminement aussi d'entrepreneur, de dire on part sur une idée et puis au fur et à mesure qu'on la teste, au fur et à mesure de la résonance qu'il y a sur le marché ou les clients, toi tu évolues aussi dans l'acquisition de connaissances, si je peux appeler ça une acquisition de connaissances, en disant tiens on va plus partir sur ça. Enfin je trouve ça vraiment super intéressant, passionnant de se dire voilà c'est le rôle d'entrepreneur et le rôle aussi de se remettre en question, de réévoluer, de réajuster le tir. Donc vraiment ravi d'avoir ton retour là-dessus, Michel. Un petit rappel peut-être de tes coordonnées pour nos auditeurs, même si on l'a déjà mis sur LinkedIn. Je pense que tu travailles principalement par LinkedIn ou un lien vers le site, c'est ça? LinkedIn, c'est parfait parce que j'ai dit tout à l'heure que je veux refaire mon site. Il dit beaucoup de choses sur moi, donc qui s'intéresse, ça doit être que je viens. Ça peut être
assez intéressant. En revanche, c'est vrai qu'il n'est pas très très concret parce qu'entre-temps, je sais beaucoup mieux. Voilà, j'aimerais me focaliser un peu plus dans ma communication. Okay. Donc, le site internet, c'est euzet-du6 consulting.com. Oui. Et sinon, donc, Michel, avec 2 LE, Euzet, EUZET sur LinkedIn. C'est là réellement, en ce moment, c'est vraiment mon... qu'est-ce que j'ai écrit aujourd'hui? J'ai écrit que c'était ma scène virtuelle. Voilà, Très bien. Et pour beaucoup, c'est un outil très puissant. Je me cache pas que je l'utilise très énormément et que aussi pour les diffusions du podcast, je me suis mis trop tard parce que j'osais pas. Et c'est vrai qu'il y a une très bonne résonance dans le sens, suivant les thématiques qui sont liées au travail, partie personnelle aussi, privée. Donc c'est vraiment assez puissant, donc c'est vraiment génial. ouais. Écoute Michel, merci pour ce passage sur cette petite série un an plus tard. J'espère t'avoir à nouveau peut-être sur d'autres thématiques. Je ne sais pas si un an plus tard on verra bien comment Monsieur Joe évolue. Écoute, merci encore de ton passage. Je te dis à bientôt. Oui, à bientôt. Et puis, merci à toi. Et puis, félicitations. Franchement, waouh, un an plus tard. Oui, même moi, ça me surprend, mais bon. Les personnes que tu interviews, c'est vraiment c'est un spectre très, très intéressant. Okay. Et enrichissant. Merci beaucoup pour ça. Bah écoute, c'est vraiment gentil d'avoir ce genre de retour. Un petit clin d'œil à nos auditeurs qui sont allés jusqu'au bout de cet épisode. Si vous aussi, vous avez des thématiques comme Michel à partager ou liées à l'entreprise, à l'entrepreneuriat ou des associations, Monsieur Jo sera ravi de vous contacter ou contactez-moi par LinkedIn. On essaiera d'organiser d'autres épisodes. Donc voilà, merci pour ce petit écart. Écoute, Michel, à bientôt et bonne soirée. À bientôt, bonne soirée, merci. Au revoir à tout le monde. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que cet épisode 49 de la série intitulée Un an plus tard, avec Michel Euzet, vous a plu. J'en profite aussi pour saluer tous nos autres invités qui sont passés depuis le début de ce podcast. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez faire participer à cette nouvelle série et faire un bilan ou nous partager votre bilan personnel de l'évolution de votre activité. Voilà. Enfin, à vous, mes chères auditrices et chers auditeurs, je serai ravi de lire vos commentaires, vos suggestions, vos remarques sur ce genre de rétrospective. Donc, à vos claviers, écrivez-moi sur LinkedIn, Joël Lelanne, ou sur les différents réseaux sociaux où nous publions régulièrement ces épisodes. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire à dans 15 jours. Portez-vous bien, à bientôt, et surtout, restez curieux.